Savez-vous combien de temps il a fallu à Bitcoin pour doubler après avoir cassé son précédent ATH lors des derniers bull runs? En mars 2013, il lui avait fallu 18 jours. En novembre 2013, encore moins de temps, il lui avait fallu seulement 10 jours. En mars 2017, ça avait été beaucoup plus long, il lui avait fallu 84 jours. Et enfin, en décembre 2020, il lui aura fallu 18 jours. Alors maintenant que nous avons atteint l'ATH du précédent bull run, selon vous, combien de temps va-t-il falloir à Bitcoin pour qu'il double, donc qu'il fasse x2, et qu'il s'envole à plus de 150 000 dollars? J'attends vos réponses dans les commentaires, votre avis m'intéresse particulièrement. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on mettra sans doute un petit peu plus de temps que lors des précédents cycles pour faire x2 sur Bitcoin. Et ça paraît tout à fait logique. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 7 mars 2024. Je m'excuse d'avance, je suis encore un petit peu malade, donc je ne vais pas pouvoir parler très fort. Je vais sans doute des fois devoir m'arrêter un petit peu pour boire parce que j'ai la voix qui est en très mauvais état, la gorge qui est en très mauvais état. Je n'ai pas été malade de l'hiver, il fallait bien que ça arrive à un moment donné, donc je m'excuse d'avance. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va revenir sur les données macroéconomiques que nous avons eues hier à travers les chiffres sur l'emploi aux États-Unis, ainsi que sur la déclaration de notre cher Jérôme Powell devant le Congrès américain. On reviendra aussi sur les points micro, macro, fondamentaux, techniques des marchés crypto et des marchés traditionnels, bien évidemment. Voilà les amis, c'est parti, on commence donc avec cette première partie macro. Hier, donc, dans un premier temps, nous avons eu la publication des créations d'emplois dans le secteur non agricole ADP aux États-Unis comme prévu. Nous avons eu une reprise à la hausse de ces créations d'emplois. On verra si le rapport NFP qui sera publié demain viendra confirmer cette tendance haussière. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, nous avons eu la publication du rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi qui s'attendait à une baisse plus importante que ce que nous avons eu. Ce ne sont pas forcément des données qui vont particulièrement dans le sens de la Fed, puisque on observe quand même depuis plusieurs mois une tendance aux États-Unis avec de plus en plus de gens qui ont du travail, et parmi ces gens qui ont du travail, de plus en plus de gens qui ont un meilleur salaire. Donc une plus grosse part des Américains qui ont un pouvoir d'achat qui augmente. C'est quelque chose qui pourrait participer à une potentielle reprise de l'inflation. D'ailleurs, Jérôme Powell, à l'image de ses précédentes déclarations et à l'image de l'ensemble de ses collègues de la Fed et du FOMC, a été particulièrement prudent hier, en rappelant certes l'objectif de ramener l'inflation à hauteur de 2%, mais surtout en précisant bien qu'il était beaucoup trop dangereux pour le moment d'envisager une baisse de taux. D'ailleurs, les marchés n'anticipent ni de baisse de taux pour le mois de mars, ni pour le mois de mai, mais potentiellement seulement pour le mois de juin. Moi, je vous ai déjà expliqué mon avis. Selon moi, on n'en aura pas non plus au mois de juin et la Fed prendra la décision de baisser ses taux pour la première fois seulement à partir du mois de septembre. D'ailleurs, je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Excusez-moi. Donc, Jérôme Powell, toujours plus prudent, mais ça ne semble plus forcément déranger les marchés pour le moment. Mais attention, on va avoir d'autres problématiques. Des problématiques déjà microéconomiques. Puisque effectivement, si on regarde du côté des 7 magnifiques, donc vous savez les GAFAM auxquels on a rajouté Tesla et Nvidia, eh bien on se rend compte que ça commence à aller pas terrible. En tout cas pour 3 d'entre elles, Apple, Google et Tesla justement, la situation microéconomique se tend et ça se ressent sur le marché. Vous voyez qu'on est quand même sur une baisse assez importante face aux performances du S&P 500. Donc il y a des risques microéconomiques, mais il y a aussi des risques systémiques. Du côté de l'immobilier commercial, c'est d'ailleurs ce qu'a soulevé Jérôme Powell hier, mais aussi du côté des banques régionales qui sont en grosse difficulté. Et oui, les problématiques qui avaient été rencontrées il y a 12 mois, en mars 2023, avec notamment la faillite de SVB, ces problématiques-là n'ont pas totalement disparu. Et on l'a vu hier avec la New York Community Bank Corp qui s'est retrouvée à nouveau en grosse difficulté avec son action qui a fortement chuté. Les actions ont même été stoppées durant la session pour éviter la catastrophe. Et ce matin, la banque annonce chercher une injection de liquidité. Donc, les risques sont toujours présents, ils se déplacent un petit peu et la Fed en a conscience. Le problème, c'est que pour le moment, les marchés, eux, ne semblent pas totalement en avoir conscience et c'est ce qui crée cette décorrélation entre la situation économique réelle et la situation actuelle sur les marchés. Ça, c'était pour la journée d'hier.
Cet après-midi, on aura aussi des résultats intéressants, mais plutôt du côté européen, puisque c'est la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qui publiera sa décision sur les taux d'intérêt directeurs. Sans surprise, il devrait rester stable à hauteur de 4,5%, comme l'a pu faire la Fed lors du précédent FOMC. On aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, et à nouveau une déclaration de Jérôme Powell face au Congrès américain à 16 heures. Attention, on va donc rester prudent vis-à-vis de ces différents catalyseurs qui pourraient amener à nouveau de la volatilité et du stress sur les marchés. On voit d'ailleurs le VIX qui repart un petit peu à la hausse depuis le début de la semaine. Au-delà de ça, bien évidemment, on va avoir un œil particulièrement attentif sur le dollar américain. Dollar américain qui est en grosse difficulté depuis le début de la semaine. Vous le voyez avec une correction qui s'effectue sous les plus bas de jeudi dernier. Et on s'enfonce donc dans la FVG qui avait été créée au début du mois de février. Maintenant, attention. Ça peut très très vite se retourner et la situation peut très très vite changer, notamment demain, avec la publication, je vous le disais tout à l'heure, du rapport NFP. Au-delà de ça, c'est vrai que le dollar me donne un petit peu moins d'indications ces derniers jours et j'ai tendance à un petit peu moins me focaliser sur lui pour prendre des décisions sur les marchés traditionnels. C'est par ailleurs ce que j'ai fait avec ma position vendeuse sur le CAC. Alors pour le moment, rien de nouveau. Le CAC qui continue de se stabiliser à hauteur des 7950 points. C'est pour ça que je reste avec une taille de position très raisonnable pour le moment. Et j'attends des confirmations, j'attends que le marché me donne raison pour augmenter ma taille de position et insister sur ce trade. Je suis aussi toujours vendeur sur le FTSE du côté européen. Et hier, j'ai pris la décision de me positionner en vente sur un des indices américains, à savoir le Dow Jones. En effet, on est repassé sous cette zone de support, sous cette zone de polarité, qu'on est revenu tester et sur laquelle nous avons été rejetés. J'ai donc pris la décision de rentrer en vente avec des objectifs en direction des 38 000 points. Attention, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement, ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. D'autant plus que là, il est beaucoup trop tard pour rentrer dans cette position. Il fallait vraiment rentrer sur la rejection qui était aux alentours des 38 800 points. Voilà, ça c'est pour les marchés indices. Du côté du Forex, j'ai pris une petite position vendeuse sur Euro-USD. Mon objectif va être de venir récupérer cette zone de liquidité d'ici demain et de viser de la hausse suite à la publication du rapport NFP. Attention, là aussi ça reste des positions risquées au vu du contexte actuel sur le marché. Donc toujours respecter son risk management, ne jouez pas avec des tailles de position trop importantes étant donné l'incertitude qui plane actuellement sur les marchés. Voilà pour le Forex. Dernier petit point sur les tradis avec les matières premières. Le gold qui nous fait donc un nouvel ATH, en même temps quasiment que le Bitcoin. Donc pour le moment, je ne fais rien, je reste en observation. C'est trop tôt pour envisager du short. J'avais essayé une petite position hier, ça s'est avéré incorrect. Et pour le pétrole, même chose. On est toujours en observation. On est toujours dans l'attente de la récupération de nos prix d'entrée. Ce qui ne semble pas être pour tout de suite, étant donné le price action actuel. Excusez-moi encore pour ma voix, c'est vraiment pas facile ce matin. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour résumer la situation sur les marchés financiers traditionnels. Évidemment, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur dans tout ça, je vous invite à venir voir dans le serveur Discord toutes les informations qu'on vous partage. Ok ? On va désormais pouvoir regarder ce qui se passe du côté du marché crypto, puisque là aussi, il va y avoir des choses assez intéressantes à dire. Globalement, l'incertitude qu'on peut retrouver sur les marchés traditionnels, on la ressent actuellement, alors d'une autre manière et pour d'autres raisons, sur le Bitcoin. Effectivement, nous avons récupéré l'ATH du précédent bullrun en début de semaine, et depuis, c'est un peu le calme plat. Alors oui, on a eu un mouvement de retracement, mais là, on est rentré dans une phase de latéralisation. Pour moi, actuellement, BTC reste haussier. Il n'y a pas de raison qu'on reparte plus bas pour le moment, et il va falloir attendre des confirmations pour envisager une reprise baissière, ou même une reprise haussière, pardon. Donc, pour le moment, pas de prise de position pour moi sur Bitcoin. J'envisage quand même plutôt un retour vers les 69 000 $ au cours de la journée, peut-être retester à nouveau l'ATH, et à ce moment-là, on pourra prendre une décision sur est-ce qu'on va chercher de la découverte de prix, ou est-ce qu'on va chercher un nouveau bottom local. D'ailleurs, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le bottom local est in? Est-ce que pour vous, le bottom local, c'est ça? D'accord? Ou est-ce que, selon vous, on va aller en chercher un nouveau? J'attends vos avis dans les commentaires. Je trouve ça assez intéressant. Personnellement, moi, sur BTC, je suis plutôt en observation. D'ailleurs,
Les datas nous montrent aussi un sentiment d'incertitude, d'indécision sur le marché. On le voit notamment avec l'open interest, les funding, bien que l'open interest reparte un petit peu à la hausse depuis ce matin. Attention, ça sera une donnée à surveiller. Globalement, ce qu'il faut noter, et je vous l'ai partagé dans le serveur Discord, alors je ne suis pas sûr que mon mob chart va bien s'afficher ce matin, non. Globalement, ce que je vous ai partagé dans le serveur Discord, c'est que les whales n'ont quasiment pas vendu lors de cette correction et qu'elles en ont même profité pour racheter. Il y a eu très peu de prise de profit et par contre, il y a eu à nouveau de l'achat qui a été effectué. D'accord? Donc on garde une certaine confiance à nouveau dans le marché. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré les gros montants de liquidation qui ont été faits suite à la correction, le marché s'est très très vite rééquilibré et on est très vite revenu sur des niveaux pré-correction. C'est-à-dire avec des fundings qui sont repartis relativement haut et même chose du côté de l'open interest. Donc potentiellement, non, mon mob chart ne veut vraiment pas s'afficher, potentiellement, cette correction n'a pas été totalement suffisante et on aurait peut-être besoin de quelque chose d'un petit peu plus profond. Alors plus profond ne veut pas forcément dire aussi rapide. Peut-être que ce qui a posé problème, c'est le fait que ça a été trop rapide justement. Et peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une correction progressive, ok, qui se ferait de manière assez lente, avant de repartir vraiment vers la haut. Enfin oui, vers le haut plutôt. Ok? Donc on verra. Pour le moment, je reste patient. Alors comme vous l'avez compris ces derniers jours, je reste quand même plutôt focus sur BTC et Ethereum pour du trading en intraday. D'ailleurs, j'ai un plan sur Ether qui est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que j'attends un retour sur les 3600 $ pour envisager de la continuation haussière. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le scénario que j'attends. Contrairement à Bitcoin, nous ne sommes pas venus récupérer et rééquilibrer cette zone de FVG qui a été mise en place mercredi matin, donc hier matin. D'accord? Et puis du côté des alts, il y a plein de choses super intéressantes. On a Atom qui se réveille enfin et qui a passé les 14 $ hier. On a le FET qui continue dans sa découverte de prix. Donc là, sur les alts, je vous avoue, je suis beaucoup plus exposé en spot. Je ne trade quasiment pas les alts, hormis le TIA, sur lequel j'ai pris une petite position hier. Ok, mais globalement, les alts, voilà, je ne cherche pas à les trader sur les dérivés. Je vais me concentrer sur du spot. Et les dérivés, je les réserve, et bien justement, à Bitcoin et Ethereum. Alors, on a pas mal de petits shitcoins qui nous font des performances assez dingues ces dernières heures, puisqu'on a notamment le token Boden, que vous avez probablement vu. Alors, je le trouve pas sur TradingView. Moi, personnellement, j'ai un pote qui a loupé un investissement, enfin des gains de 100 000 $ sur ce shitcoin hier. Il a investi un petit peu. Ça a fait plus 50%, il s'est dit ok je sors, et puis derrière ça a explosé. Je voyais sur Twitter, il y a des mecs qui ont fait 200, 300 000 $ de gains grâce à ce shitcoin. D'ailleurs je vous ai partagé dans le chat général du Discord, mais c'est assez marrant sur Solana, tous les petits shitcoins de merde là qui sont en train de pump. Vous avez du Gary Gensler, des trucs sur Jérôme Powell, sur Robert Kennedy et tout. Donc soyez très très prudent avec ce genre d'investissement. Mais c'est vrai que là, il y a potentiellement des gros gains à faire. Mais attention, évidemment, c'est donc très très risqué. Et donc voilà, donc mon pote qui était un peu frustré. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si jamais c'est votre cas aussi, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres des opportunités. Donc voilà, et je vous dis ça aussi pour vous rappeler que c'est toujours très important d'avoir un plan. Savoir quand sortir, pourquoi sortir, à quel moment, etc. etc. Je pense qu'on va arriver bientôt au terme de cette vidéo parce que ma voix est en train de me lâcher. Ça me fait un mal de chien. Donc je m'excuse encore pour cette vidéo qui est peut-être de moins bonne qualité que d'habitude. J'ai essayé de faire au mieux. Vous savez pas le nombre de fois que j'essaye de la tourner cette vidéo. Depuis ce matin, j'ai essayé de la tourner plein de fois et à chaque fois, j'ai dû recommencer parce que ça n'allait vraiment pas. Donc merci de l'avoir regardé quand même. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, comme je vous disais, très très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord, les amis. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 15h15 pour la session trading du jour. Et puis ce soir, à 20h30, le cours de prépa bullrun. Voilà les amis, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.